Aujourd'hui, un gardien entre en prison. Et pour survivre, il devra devenir détenu. Le chef des détenus ordonne au nouveau, au visage encore trop propre, d'enlever tous ses vêtements. Autour, les prisonniers ricanent, certains parlent même de vendre son droit de sortie. Quand le jeune homme commence à se déshabiller, les sifflements fusent. Son corps est bien fait, l'excitation monte d'un cran. Mais en réalité, le chef ne cherche qu'une chose, vérifier si Juan porte un sous-vêtement. Dans cette prison, aucun détenu n'entre avec un caleçon. Celui qui en a un est forcément un flic infiltré. Et aujourd'hui plus que jamais, alors qu'une émeute est en cours, tout inconnu est une menace. Juan passe le test. La foule se disperse, et il pousse enfin un soupir de soulagement. Personne ne se doute qu'il est en réalité un gardien de prison, qui devait prendre son poste le lendemain dans une prison espagnole. Par souci de sérieux, il était venu la veille pour découvrir les lieux. Ses collègues lui expliquaient les règles non écrites, les dangers, lui montrant même une arbalète artisanale fabriquée par les détenus, grossière, mais mortelle. Ici, les prisonniers peuvent obtenir de la poudre, de l'alcool, même de la nourriture de luxe. Les gardiens ferment les yeux, car chacun y trouve son compte. Puis tout bascule. Une explosion retentit. Le grillage vole en éclats. Juan est frappé à la tête par des débris et s'effondre. On le transporte en urgence dans la cellule 211. Le temps de trouver un médecin. Mais les détenus ont déjà tout prévu. L'émeute éclate. Les gardiens sont piégés, certains lynchés. Juan est abandonné inconscient dans une cellule, tandis que les prisonniers déchaînés saccagent la prison, lançant des cocktails incendiaires contre la police anti-émeute. Le directeur observe l'enfer depuis la salle de contrôle, impuissant, contraint d'attendre pour comprendre les intentions des mutins. Juan se réveille, giflé par un détenu. Comprenant immédiatement la situation, il agit vite, il jette ses lacets dans les toilettes, cache sa ceinture, fait tourner son alliance en or pour qu'elle paraisse usée. Dans cet endroit, tout peut devenir une arme, tout peut être volé. Il est extrait de sa cellule et traîné devant le chef des détenus. Autour d'eux, la prison n'est plus qu'un champ de ruines. Le directeur sait que si la vraie identité de Juan est révélée, il mourra. Mais les forces de l'ordre manquent d'hommes et d'armes. On lui tend une cigarette. Juan improvise, il se dit coupable d'un meurtre, condamné à 19 ans, fraîchement battu par les gardiens. Le chef observe, le sang est réel. Il y croit à moitié. Reste une dernière vérification, le sous-vêtement. C'est ainsi que commence cette épreuve humiliante. Pris au piège, Juan n'a plus de retour possible. Il tente alors de gagner du temps et de l'influence. Voyant les détenus détruire toutes les caméras, il propose d'en laisser une, pour négocier avec la police. Le chef accepte. En couvrant l'objectif, Juan se montre brièvement, un signal discret pour dire qu'il est vivant. Dehors, les forces spéciales se préparent à l'assaut. Mais une nouvelle tombe, les détenus retiennent plusieurs otages de grande valeur. Un assaut serait un désastre politique.
Les prisonniers en profitent. Ils exhibent les otages devant les caméras et dénoncent les humiliations, les violences, l'inhumanité du système carcéral. Un négociateur entre. Profitant d'une fouille, Juan murmure l'emplacement des otages. Mais la tension monte. Une bagarre éclate, un détenu est laissé pour mort. La police croit que les otages sont exécutés et s'apprête à attaquer. Juan intervient, menaçant un chef de clan pour faire sortir les otages vivants. Les détenus acclament Juan. Trop. Il devient dangereux, trop visible. L'émeute fait la une des journaux. À la télévision, Elena, la femme enceinte de Juan, reconnaît la prison. Personne ne peut lui donner de nouvelles. Affolée, elle se rend sur place. Dehors, les familles des détenus s'attroupent. La police charge. Les matraques pleuvent. Tout est filmé. À l'intérieur, les prisonniers voient les images. La colère explose. Juan reconnaît sa femme à l'écran. Il hurle dans la radio. Le signal est coupé. Dans la cohue, Elena est frappée et s'effondre. Elle ne sera retrouvée qu'après les affrontements. Quand Juan apprend la vérité, son monde s'écroule. Sa femme est morte. Leur enfant aussi. Il pleure, brisé. Les détenus se taisent. Le chef l'enlace. Puis, d'un simple regard, la sentence tombe, le directeur paiera. Le directeur est battu à mort. Acculé, il révèle la vérité, Juan est un gardien. Le silence est total. Mais il est trop tard. Juan a franchi la ligne. Il n'est plus un gardien. Il est devenu un détenu parmi les détenus. Anéanti, Juan tente de se pendre. La ceinture cède. Il s'effondre en larmes. Sur les murs, les mots gravés par d'anciens prisonniers lui sautent aux yeux. Ce n'était pas une simple émeute. C'était un cri contre l'injustice. Juan se relève. Il prend le contrôle. Il exige des excuses publiques, des engagements télévisés, la reconnaissance des abus. Il donne une heure aux autorités. Sinon, les otages mourront. Les chefs acceptent. Même au prix de leur liberté, ils refusent de céder. Mais la police trahit. Une fausse annonce à la télévision. Gaz lacrymogène. Trahison interne. Un informateur tire. Juan s'effondre, mortellement blessé. Le chef est touché à son tour. Le chaos est total. Juan meurt. Le chef survit. Plus tard, les rapports officiels minimiseront les faits. Mais dans la cellule 211, Juan a laissé son alliance. Et sur le mur, une phrase demeure. Là où il y a oppression, il y aura toujours résistance. Ce film n'est pas seulement une histoire d'évasion ou de révolte, mais un cri contre l'injustice, l'abus de pouvoir et la déshumanisation en prison. Un récit brutal, intense et profondément humain. Basé sur des faits réels.